Salut la team Show Foot, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission 100% football. Aujourd'hui, on revient sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais avant toute chose, on va d'abord accueillir mon acolyte, le pro des analyses, des pronostics aussi. Mon gars Chris, ça va ou quoi? Ça va, ça se passe très bien. Donc voilà, on a bossé, on va voir ce que ça va donner. Atlético, Manchester, un but partout. Joao Félix ouvre le score. Et le jeune Elanga, le jeune suédois, qui réduit la marque, qui égalise pour Manchester. Un match sans tout miraculeux pour Manchester. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce match, cette prestation mancunienne pour commencer? La prestation mancunienne, franchement, à Manchester, on a clairement un problème qui est en train de se déceler. C'est que voilà, on a un coach qui est arrivé avec un état d'esprit, une manière de fonctionner qui avait déjà pris forme lors de ses précédents clubs entraînés, donc RB Leipzig, pardon. Donc là-bas, voilà, il était reconnu pour avoir un style de jeu très agressif, très poussif, un pressing vraiment très intense. Donc on attendait au moins ça venant de Rangnick pendant ce match-là face à Cholo Simeone. Au contraire, on a une équipe de Manchester qui galère de plus en plus, qui a du mal à trouver on va dire qu'il a du mal à faire vraiment prendre conscience du leadership de certains joueurs. Donc on a des joueurs comme Maguire qui sont clairement en difficulté, des joueurs comme Cristiano qui ne sont pas trouvés dans des bonnes conditions, qui est clairement agacé. Donc, et puis on a des joueurs aussi qui ne prennent pas en considération ce rôle de leader au sein de l'effectif. Donc voilà, on a tout cet ensemble-là qui fait en sorte qu'on a ces résultats qui ne sont pas positifs, mais qui ne sont pas négatifs non plus. En demi-teinte. Voilà, en demi-teinte. Bon, par rapport à ton analyse, c'est intéressant ce que tu dis. On voit que les joueurs la colonne vertébrale de cette équipe n'est clairement pas au niveau auquel ils devraient être. Quand je pense à De Gea dans les cages, quand je pense à Varane en défense centrale, Pogba au milieu défensif, Bruno Fernandes en 10 et Cristiano Ronaldo en buteur. Si ne serait-ce que la moitié de ces joueurs-là étaient à leur niveau, je pense que Manchester, les résultats auraient été beaucoup plus rayonnants. Mais clairement, est-ce que c'est un problème de management? Parce que Ralf Rangnick, il a un jeu d'agressivité et de pressing. Mais est-ce que ces joueurs-là sont dans l'état d'esprit pour mettre en pratique la tactique du coach? Parce que j'ai l'impression que Pogba est un peu en dilettante, Varane n'est pas trop peine à prendre ses marques, etc. Cristiano, c'est vrai qu'il prend de l'âge. Mais est-ce qu'il ne faut pas adapter sa tactique en fonction des joueurs qu'on a aussi? Après aussi, je pense qu'on peut essayer d'adapter sa tactique en fonction des joueurs qu'on a, mais il faut aussi reconnaître que le coach a été choisi pour ses qualités à lui, donc pour cette façon de faire là. Donc quand il vient clairement avec sa façon de faire à lui qu'il maîtrise. Tu vois, c'est quelque chose qu'il maîtrise déjà avant de se lancer dans une aventure où il ne sait pas ce qui va en ressortir. Donc clairement, c'est pas au coach de s'adapter aux joueurs. Ce sont les joueurs qui doivent justement se mettre à l'écoute du coach, commencer à mettre en pratique le système demandé par le coach. Et puis au final, si ça ne prend pas, on essaye de tourner. Parce que quand on a un effectif comme celui de Manchester United, on a du mal à comprendre les résultats. On a du mal à voir le régime de certains joueurs. Quand on entend un coach qui nous fait comprendre que Scott McTominay nous a manqué au milieu de terrain, c'est que clairement, non. Mais... il y a un problème. c'est que clairement, c'est du foutage. Non, mais c'est trop. Là, c'est pas possible. Là. Parce que quand tu as un joueur comme Paul Pogba qui ne se gère pas au milieu de terrain, tu as un joueur comme Maguire qui ne se gère pas en défense centrale. Donc, quand tu as un joueur comme Sancho qui ne se gère pas, c'est pas bon du tout. Tu as des joueurs comme Bruno Fernandes, ils sont là pour apporter de la créativité dans le jeu. Et
toujours en train de vouloir venir aider Fred, toujours en train de venir aider Pogba, toujours en train de vouloir venir aider Scott McTominay. Du coup, il peut même pas créer pour Cristiano Ronaldo. Il peut pas mettre Cristiano Ronaldo dans les bonnes conditions. Et Cristiano Ronaldo, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, il ne score pas. Non, mais après, par rapport à l'analyse que tu fais sur ce match en question, on a vu clairement que le pressing n'était pas synchronisé de la part des joueurs de Manchester. C'est-à-dire qu'un pressing sur une équipe comme l'Atlético, qui est très très physique, très athlétique, c'est un pressing qui doit être vraiment fait à la perfection. De l'attaquant jusqu'au gardien, il doit avoir un déplacement et un placement qui fait en sorte que si tu veux rêver d'avoir le ballon face à cette équipe, là on l'a vu, la preuve, ils ont eu une possession de balle mais très très stérile. Pourquoi? Parce que quand l'Atlético qui joue bloc bas décide de récupérer le ballon, il récupère le ballon et se crée une occasion derrière. Mais bon, la transition elle est faite. L'Atlético, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette équipe de l'Atlético de Madrid qui repart avec le match nul? Mais bon, je pense que s'il y a 4-1, le score n'est pas volé. Ça c'est clair. Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est le match en lui-même. On a deux philosophies qui s'opposaient. Donc là, on a El Choro qui, on connaît, a un jeu très défensif. Donc, Diego Simeone, oui, bien sûr, Diego Simeone, qui a un jeu très défensif. Donc il commence d'abord par défendre et ensuite il se projette avec ses joueurs, que ce soit en contre ou ce soit sur des systèmes de transition. Donc on a quand même sur ce coach-là qui change les joueurs. Tu vois, il a cette capacité-là de diriger des gars, de changer des mecs. De leur façon, de leur état d'esprit, leur façon de jouer. C'est ça, de rentrer dans la... Tu penses à Joao Félix, tu penses à tous ces mecs-là qui étaient un peu frêles. Et ouais, quand on a un joueur comme Renan Lodi aujourd'hui et qu'on a Renildo, ces deux gars-là sur le côté, deux latéraux, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Renildo, il vient de Ligue 1, il joue à Lille. C'est pas un top player, mais quand on voit le Renildo qui est capable de stopper Cristiano Ronaldo, ça veut dire que là, c'est clairement un autre Renildo qu'on voit. Donc, c'est cette capacité-là aussi de coach, de coaching, de leader, de pouvoir transcender les joueurs. D'imprégner ta patte sur une équipe. Exactement. Donc, ce qui fait que cette équipe de l'Atlético-là, elle a fait le taf jusqu'au bout. Et quand on voit sans Suarez, exactement, sans pas mal de joueurs. On a Jiménez qui est absent, Koké qui n'était pas là, Suarez qui n'était pas là, Angel Correa qui rentre en cours de match et qui lui aussi est débordant d'énergie. Donc là, de ce côté-là, quand on a un match, un duel comme celui qu'on a eu entre Paul Pogba et Kondogbia, mais c'est majestueux. On a vu comment Kondogbia bouffait littéralement Paul Pogba dans tous les compartiments. Et ça, on ressent clairement le message du coach, l'ADN du coach, et des deux coachs même, des deux équipes dans ce duel-là. Dans ce duel de milieu de terrain, on a ressenti vraiment que voilà, l'Atlético était au-dessus, marchait dessus. Manchester United était à la peine. En tout cas, voilà là, pour l'analyse de ce huitième de finale aller entre l'Atlético et Manchester. Au retour à Old Trafford, on s'attend à un match quand même de haute facture. Et on va essayer de vous donner nos pronostics pour ce match retour. Comme vous savez, ça reste toujours subjectif, ça c'est nos avis. Donc on le partage avec vous. Mais moi, sur le match retour, je vois Manchester en grande difficulté malgré le fait qu'il soit à domicile. On s'est rendu compte que même au championnat anglais, les équipes n'ont plus peur d'aller à Old Trafford. Ouais. Avant, Old Trafford, c'était le théâtre, c'était vraiment le théâtre des rêves. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, l'équipe n'est plus en capacité, avec ce qu'elle nous montre sur le terrain aujourd'hui, de faire peur aux adversaires. Et Cholo Simeone, comme on dit, c'est pas quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a fait une finale de Ligue des Champions en éliminant des Liverpool, des Chelsea. Et donc voilà. Donc moi, je vois un match nul, un partout à Manchester. Et une victoire de l'Atlético, soit en prolongation, soit au tir au but. Pour moi, ce sera une victoire de l'Atlético. 1-0, on ne va pas se casser la tête. 1-0, tranquille, à Old Trafford. Trafford, comme tu as dit, ça fait plus peur. On n'est plus à l'époque de Sir Alex Ferguson qui gueulait Patrice Evra à la mi-temps d'un match gagné 3-0 à la mi-temps et le mec n'était pas content. Donc là,
clairement, c'est plus l'époque de Rooney, c'est plus, comme tu as dit, l'époque de Rooney, Cristiano, Van Persie, Nani, les super subs. Les super subs, c'était Nani et Tevez. Quand tu as vu aujourd'hui super sub, tu as Elanga. Non, mais c'est une blague. Mais non, arrêtez. Donc voilà, bon, deuxième match, on va dire le match le moins bling-bling, le moins prestigieux de ces huitièmes de finale. Mais peut-être le match le plus spectaculaire sur le plan du jeu, sur le plan de la philosophie, sur le plan des occasions. On parle de Benfica qui a accueilli l'Ajax Amsterdam. 2 buts partout, hein. Les deux équipes n'ont pas su se départager, mais il y avait clairement une domination de l'Ajax avec un but de Tadic, très très bon joueur qui met toujours des buts spectaculaires. Dès l'entame du match, Haller qui égalise pour Benfica, je sais que c'est contre son camp. Ouais, contre son camp, c'est bien ironique. Et Haller derrière qui relance l'équipe, qui redonne l'avantage à son équipe. Mais malheureusement, il rate beaucoup d'occasions Haller aussi dans ce match. Et Yaremchuk, l'Ukrainien, force aux Ukrainiens, il redonne espoir à son équipe de Benfica en égalisant dans les dernières minutes de la rencontre. 2 buts partout. Clairement, Benfica a joué avec ses qualités, hein. Le talent individuel a maintenu cette équipe de Benfica la tête hors de l'eau. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Il y a clairement deux philosophies de jeu qui s'entrechoquent. Un qui est basé sur le talent individuel et une autre vraiment sur un jeu léché, un jeu de possession de balle, un jeu à l'Ajax, quoi, à la Cruyff. Exact. Non, clairement et tout. Benfica, le championnat, la Liga NOS portugaise, on est plus surpris. Donc du coup, on sait déjà que voilà, c'est un championnat de transition pour les joueurs. C'est un tremplin. Les mecs, ils arrivent, ils sortent de nulle part, ils viennent être connus là. Et ils restent 2-3 années, ils performent et puis ils vont dans des meilleurs clubs. Donc on a vu pas mal de gars sortir comme ça, des Hulk, Radamel Falcao, James Rodriguez, William Carvalho. Donc il y en a pas mal qui vont encore en ressortir. Hein. Mais celui que moi je tiens à appuyer, c'est Rafa Silva. Quand même, moi je me pose la question, mais Rafa Silva, comment il fait pour ne pas être dans un top club? Mais c'est un super joueur individuel. Surtout qu'il est international portugais. Il est international. On sait que les Portugais, ils ont vraiment une hype dans le football européen où c'est des joueurs sur qui on peut compter. Qui s'imposent la plupart du temps dans tous les grands championnats. Un peu comme après les Français, c'est les Portugais. Hein. Exactement. Donc peut-être qu'il a fait le choix de rester dans son pays. Peut-être, hein, peut-être qu'il a fait le choix de rester dans un seul club. Mais en tout cas, Rafa Silva, c'est un excellent joueur. On a encore vu sur la pointe de vitesse, techniquement, il est très à l'aise. La vista, les duels en 1 contre 1, il les passe haut la main. Et c'était vraiment, clairement, le joueur le plus dangereux de cette équipe de Benfica. Donc, de l'autre côté, avec l'Ajax, on a vraiment des petites pépites. On a vraiment... un Dusan Tadic une ADN qui est déjà là propre au club, où on a vraiment ces gars-là, tu sens que c'est quelque chose qui est travaillé depuis déjà très longtemps, où on a des joueurs qui comprennent déjà qui jouent et qui se comprennent déjà automatiquement. En symbiose, ils jouent en symbiose. Oui. Donc on a des talents aussi qui ressortent de là. Dusan Tadic, il est tout simplement majestueux, que ce soit pied gauche, pied droit, parce que là on sait que c'est un gaucher, mais là le génie, la demi-volée du pied droit. Et oui, quand on a des petits jeunes comme Anthony qui sont extrêmement formidables. Et Anthony, il est explosif. Je pense qu'il est même passé devant Neymar en termes de skills. Hein. Oui, Anthony. Ronaldinho, Anthony, il te fait des sombreros. Il te fait des trucs. Mais sur le côté droit, Anthony Mazraoui, mais c'est un combo parfait. C'est un combo de la mort qui tue. Mazraoui, c'est l'arrière-droit. Hein. Et oui, c'est l'arrière-droit d'origine marocaine qui est déjà dans cette équipe depuis longtemps, qui faisait partir déjà de l'épopée Ligue des Champions avec l'Ajax et tout ça, des Hakim Ziyech, des Bertrand Traoré et tout ça. Donc,
C'est De Jong. De Jong, exactement. De Jong, des Ligt. Ils étaient pleins. Tous ces C'est qui est à petits gars-là. Manchester qui joue pas là, qui porte les gourds. Van de Beek, tu vois. Donc c'est des gars, c'est là où tu vois vraiment qu'il y a une ADN dans le club. C'est un vrai club. Quand on remonte dans l'histoire, on sait que c'était la même manière, c'était le même Ajax. On avait aussi l'habitude de voir quand il gagne la Ligue des Champions avec ces jeunes Edgar Davids, Clarence Seedorf, Van Basten. Non, c'est Kluivert. Voilà, Patrick Kluivert. Donc voilà, c'était des mêmes gars avec des noms Kokano et tout ça, c'était les mêmes jeunes. Basten est plus vieux comme Basten, je pense qu'il c'est des générations 10-15 ans avant. C'est clair. Donc voilà, en fait, ce qu'on peut dire, ce que moi je peux dire sur cette équipe de l'Ajax, c'est que tout simplement, elle fait rêver le monde du football. Tout simplement. On aime voir cette équipe de l'Ajax jouer. Surtout que on aime la voir c'est vrai performer. que ce que tu dis, c'est que l'Ajax se réinvente. Oui. Tu as toujours l'impression que l'Ajax, il baisse le pied, mais ils ont une ADN football, une façon de jouer qui est tellement flamboyante qu'ils arrivent toujours à se hisser dans les hautes sphères du foot européen. Et voilà, hein, c'est vrai qu'au vu de la physionomie du match, l'Ajax, ça se voit qu'il y avait de la maîtrise quand même, une maîtrise Bien technique, sûr. tactique. Mais il y avait des fulgurances côté Benfica. Mais maintenant, par rapport au match retour, est-ce que le Benfica va savoir réitérer ses performances individuelles? Parce qu'on a beaucoup plus d'assurance quand on joue collectivement qu'individuellement. Donc, si ta pépite se blesse ou n'est pas dans un bon jour, pour moi, clairement, il n'y a pas photo. En plus, le match aller se joue au Portugal. Donc, à Amsterdam, je pense qu'ils vont vraiment se faire tourner, clairement. Ils vont se faire tourner. Moi, je vois bien une victoire 2-3-0 de l'Ajax sur le match retour. Non, clairement, ouais. Clairement, moi, je vois une 3Z là, ils vont la remettre. Parce que là, quand tu vois le but, déjà, le premier but, il est contre son camp. Donc, c'est pas un but déjà qui est travaillé sur une tentative de Vertonghen. Vertonghen, c'est bon. À quel âge, lui? Et quand tu vois que le deuxième but, celui marqué par Yaremchuk, c'est vraiment sur un coup du sort, quoi, tu vois. Donc, ça va être difficile parce que là, avec les coups de chance, il n'y en aura plus. Donc là, ça va être difficile. Et Sébastien Haller est juste monstrueux. Il en est à combien? 12? C'est 11. Ouais, c'est ça. 12 plus le CC. Exactement, ouais, voilà. C'est juste en termes de réalisation, c'est en championnat européen, c'est le meilleur en ce moment. Donc, c'est clair que ça galvanise un attaquant. Hein. Ça dénote aussi motive. De la capacité de l'équipe à faire du jeu, à se créer des occasions. Bien sûr. Et Haller est vraiment concentré sur la finition. Pourquoi? Parce qu'il a des joueurs autour de lui. Au contraire de Manchester United, on en revient, qui n'a pas cette assise technique, cette assise tactique pour abreuver de bons ballons leur attaquant vedette. Bien sûr. Voilà. Donc ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le plan collectif. Quand il y a des certitudes collectives, forcément ça rend tout de suite plus facile le football. C'est clair. Facile le ballon. Le ballon, oui, c'est facile. Facile le ballon. Mais là, ça se voit. Ils vont ramasser une tapine. Ça, c'est sûr. Ils vont ramasser parce que à la manière de jouer, déjà, si tu comptes que sur des apports individuels, au bout d'un moment, ça bloque, ça va toujours coincer. Darwin Nunez, il est bon, le petit jeune et tout ça. En attaque, il est talentueux, il est vicieux, roublard et tout ça. Mais ça suffira pas. Ça suffit pas parce que quand tu as une école comme une institution comme l'Ajax, c'est compliqué. D'aller Blind qui a encore plus vieilli, plus il est au top de sa forme. Mais je ne l'ai jamais vu être aussi performant que ces dernières années avec l'Ajax. À Manchester, c'était compliqué pour Blind. C'est Manchester qui gâte les. Ah ouais. Manchester, je pense qu'ils n'aiment pas les joueurs qui ont un fort ADN football. Ouais. Tactiquement, qui ont une science du football. C'est des jeux, des box-to-box rush. Comment tu m'expliques que Maguire, c'est la vedette de cette équipe? McTominay. Il revendique le brassard. McTominay aussi, il a souvent le brassard. Hein? Bref. Le coach, il a dit que McTominay nous a manqué. En tout cas, la team, on espère qu'on a été complet sur cette analyse. Je vous donne rendez-vous, comme vous savez, hein, pour le prochain épisode. Vous savez, il faut commenter, abonnez-vous, activez la cloche de notification.
On sera là encore pour vous donner des analyses, hein, sans langue de bois. Sans langue de bois. C'est vrai que tu sais reconnaître quand c'est nul, tu le dis, quand c'est bon, tu le dis. Ça, c'est la passion du football. En tout cas, la team, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Merci, mon gars. Ça a été bon.